Alors les définitions, bon, là je pense que l'accompagnement, une définition classique, hein, c'est d'aider l'accompagné à développer son autonomie pour réaliser un type d'activité donnée. Et par activité, on entend aussi des buts, des familles de situations considérées. C'est développer l'autonomie dans une famille de situations. Je vous propose pour hypothèse d'être capable de maîtriser des situations dynamiques. Et je vais définir juste après les situations dynamiques. Mais maîtriser ces situations, c'est aussi être capable de pouvoir demander de l'aide tout simplement pour pouvoir aller et gérer cette situation. Donc les situations dynamiques, ce sont ces situations qui sont définies comme étant incertaines, sur lesquelles on n'est jamais sûr de tout tenir comme information. Donc elles évoluent dans le temps, on n'a pas toujours toutes les informations. Les rétroactions peuvent être différées ou partielles, et souvent on a un accès limité au processus en jeu. On retrouve là donc un certain nombre de caractéristiques très générales, mais qui s'appliquent en particulier à la situation d'entretien, d'accompagnement, où je dirais, le process de la personne en train de se former échappe à l'accompagnateur. Un système de maîtrise des situations dynamiques, pour aller très simplement, ça peut se définir autour de grands pôles que sont le système d'intention de la personne, les représentations que l'on utilise, les situations, l'agir, les actes, le contrôle qui est exercé. Mais dans le contrôle, il y a deux éléments qui me paraissent importants. C'est qu'il y a le contrôle du résultat de l'action et puis il y a le contrôle de l'adaptation de la personne dans l'action. Et cette adaptation de la personne dans l'action, souvent, elle est donnée par les sentiments. Et c'est donc intéressant aussi de laisser une place aux sentiments dans cette maîtrise des situations dynamiques. Les ressources, comme les compétences, les valeurs qui vont être mises en œuvre. Et puis le pilotage cognitif qui est fait de tous ces paramètres avec toute la gestion des risques et des décisions. Et un grand concept qui se dégage à travers au moins les observations que j'ai faites dans le terrain d'observation, ce sont les concepts de cohérence et autour des motivations profondes. C'est-à-dire que s'il y a des traits entre tous ces blocs, c'est qu'ils interagissent tous, ils sont toujours en quête permanente d'équilibre autour d'une recherche de cohérence et d'équilibre entre toutes les interactions. Et ça va être l'un des enjeux de l'accompagnement que d'aider à dégager ces équilibres et à adapter, aider l'accompagné à s'adapter. Donc en fait, si on essaie de modéliser l'activité d'accompagnement, on pourrait avoir un système de maîtrise des situations dynamiques de l'accompagné qui va être travaillé à l'aide de l'accompagnateur qui lui-même dispose de son propre système. Et donc l'accompagnateur pilote l'entretien. Il a à la fois donc l'introduction, des étapes classiques, l'introduction, poser un diagnostic de situation, inviter à des adaptations, et puis conclure cet entretien. Et cela est valable pour différentes familles de situations. Alors dans les cas que j'ai observés, moi c'était les thèmes qui venaient par itération dans ce processus, c'était l'apprentissage en école, l'apprentissage en entreprise, la posture professionnelle et le projet professionnel, qui étaient les grands thèmes itératifs sur lesquels venait l'entretien. Ce qui permet de poser une hypothèse que la conduite d'entretien, d'accompagnement peut être considérée comme une maîtrise de situation dynamique de l'entretien pour aider l'accompagné à maîtriser ses propres situations dynamiques. Alors, ce qui veut dire que maîtriser ces situations, ça nécessite en fait, outre d'avoir ces différents pôles qui sont représentés là dans la figure, ça veut dire aussi de disposer de représentations. L'accompagnateur doit disposer de représentations sur l'évolution dynamique type de l'accompagné. Tout son travail, il le fait en référence il le fait par rapport à une référence qu'il a plus ou moins consciemment en tête, qui concerne à la fois l'évolution dynamique de l'accompagné et puis la situation visée, une sorte de figure de l'accompagné de référence qui va permettre de comparer la situation de l'accompagné en entretien à cette représentation. Et pour cela, il doit disposer de propositions tenues pour vraies qui vont l'aider à poser le diagnostic. Alors une proposition tenue pour vraie, ce sont des propositions du type si l'accompagné a rendu son travail en retard, alors il peut aussi avoir des difficultés par ailleurs.
L'accompagnateur se pose la question de s'il y a un indice de quelque chose qui ne va pas, il y a peut-être d'autres choses autour. Et puis, une fois qu'on a posé le diagnostic, il y a des règles d'action qui s'actionnent, du type, si l'accompagné semble mal gérer son temps, on peut peut-être l'inviter, par exemple, à utiliser un agenda. L'accompagnateur dispose aussi d'outils pour gérer son échange, et notamment de formules types. Des questions comme « qu'est-ce qui vous motive dans ce choix ?» Des assertions aussi, ce sont les petits outils qui sculptent l'entretien, et je pense que tous ceux qui pratiquent l'entretien ont leur batterie de questions types, de formules types qui vont venir, et on sait qu'à certains moments dans l'entretien, il y a des aiguillages, et si on n'a pas les mots justes qui arrivent au bon moment, la situation peut déraper et on va avoir des difficultés pour le remettre sous contrôle. Et puis bien sûr, des compromis cognitifs aussi, gestion des risques, du temps, de la relation, de l'engagement, du contrat de performance, du travail sur la cohérence. J'essaie de passer vite. Voilà un peu tous les paramètres en fait observables du travail de l'activité d'un accompagnateur, au moins une série de paramètres. Je ne dis pas que ce soit exhaustif, mais c'est un modèle, une représentation que l'on peut avoir. Et automatiser, en fait, ça voudrait dire intégrer tous ces éléments-là dans la dynamique des entretiens. À titre d'exemple, sur 2 heures d'entretien, sur les propositions tenues pour vrai et les règles d'action, j'ai identifié à peu près 200, je mets en évidence à peu près 200 règles d'action et propositions tenues pour vrai par 2 formateurs sur 2 heures d'entretien observées. Voilà. Je ne dis pas que c'est beaucoup ou peu, mais voilà, c'est pour donner quelques dimensions quantitatives. Alors, si on voulait automatiser l'activité d'entretien, il faudrait, j'imagine, dans un premier temps, d'abord circonscrire des situations, parce que j'imagine que aujourd'hui, techniquement, paraît difficile d'attaquer l'ensemble d'un seul coup, mais probablement passer par une automatisation de situations circonscrites, et puis dans un deuxième temps, intégrer peut-être les résultats de différentes familles de situations, de différentes peut-être intelligences artificielles ou automates pour avoir les résultats. Alors, je me faisais les mêmes réflexions que Jacques. Je voyais un article de presse, système Watson, qui a pu diagnostiquer un cancer de poumon avec un taux de succès de 90% contre 50% pour un médecin. Et puis, en parallèle, un entretien d'embauche, finalement, c'est aussi un diagnostic de l'adéquation d'une candidature par rapport à un poste. Il y a une information sur un système d'entretien d'embauche par IA qui est en train de se développer, se tester. Voilà des exemples un peu l'entretien d'embauche, il est proche aussi de l'entretien d'accompagnement, enfin au moins sur certains paramètres, où il faut aussi diagnostiquer des situations et autres. Alors jusqu'où aller dans ces éléments-là, j'ai bien sûr pas la réponse. Mais une question, c'est si on essaie de réfléchir en se disant si tout est automatisé maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, je me disais, si le diagnostic, par exemple, d'une intelligence artificielle sur un entretien et une position de personne est plus performant que le diagnostic d'un accompagnateur, ou aussi performant, mais probablement plus performant, puisqu'on voit par exemple pour la médecine, se pose la question de la confiance que l'on fait à l'accompagnateur. Et j'ai personnellement vécu le cas de côté médecine d'un proche malade. Quand le médecin apporte le diagnostic, on se dit finalement, si c'est une intelligence artificielle, est-ce que ça serait le même diagnostic et est-ce que ça serait pas mieux ou pas? Après, c'est une autre chose. Quand la personne est malade et qu'il faut l'accompagner, on est content d'avoir un être humain qui vient nous dire voilà comment ça va se passer et on va faire le chemin avec vous. Mais au moment du diagnostic, on se pose la question. Mais du coup, ça engendre d'autres questions. C'est à un moment donné, si ça devient plus performant, plus pertinent, est-ce qu'on s'en remet à l'IA? Je pense l'exemple du GPS. On se remet à notre GPS et on ne travaille plus. Alors, c'est sur des petits trajets, mais là, sur des trajets de vie, sur des trajectoires qui impactent la vie, quel est le degré d'autonomie ou pas que l'on conserve? Est-ce qu'on peut s'opposer à des préconisations d'une intelligence artificielle qui a fait ses preuves? Et donc, dans quelle mesure on garde sa liberté? Est-ce que l'IA détermine l'humain à un moment donné dans ce système-là? Puis si ça détermine, on arrive à... Alors, j'ai laissé aller un peu ma réflexion, mais est-ce qu'on arrive à l'IA gourou avec les adeptes des préconisations du système Watson, les adeptes du MIT ou du Google, dérives sectaires ou autres? Bon, c'est peut-être exagéré, mais pour moi, c'est quand même des questionnements à l'horizon.
de où est la liberté humaine et son indépendance par rapport au système. Un chemin optimal, donc, mais une personne qui peut devenir passive, qui peut perdre en autonomie, ou en gagner aussi. Je ne dis pas que comment ce serait débattre, mais voilà, c'est pour poser des pistes de réflexion. C'est aussi quels sont les biais à éviter dans un système d'apprentissage si l'intelligence artificielle devient ou d'autres systèmes automatiques prennent le pas. C'est aussi quel est l'échantillonnage qui est fait, quelle est la population qui... L'intelligence artificielle, on sait que ça apprend des cas. Quels sont les cas qu'on fournit et sur quel système finalement apprend l'intelligence artificielle. Il y avait le cas de Microsoft qui a retiré son... un système qui devenait raciste sur le net et qui s'était enrichi des éléments de blog. Il y a les valeurs inhérentes à la conception. Alors, bien sûr, l'humain est aussi sujet à des biais, il est aussi sujet à des valeurs, à des dérives. La seule chose peut-être, c'est qu'on n'est pas sur les mêmes échelles de volume et de nombre de personnes impactées. Sur un accompagnateur va toucher un certain nombre de personnes, le système, là, potentiellement, peut en toucher beaucoup plus. Et donc, on est sur des notions de variété et de place aux autres. Et puis, quelle est la place aussi des accompagnateurs derrière tout ça, si l'intelligence artificielle prend le pas, si on va à cette perspective. Et surtout, si en fait, en médecine, l'intelligence artificielle prend le pas, si les avocats, on a aussi des experts qui deviennent automatisés, la gestion. Et du coup, quelle est la compétence accessible à l'être humain? Et sachant que la compétence, c'est aussi un élément de la motivation et de la réalisation des personnes, de la reconnaissance. Bon. Voilà, alors c'est probablement, est-ce que c'est possible, impossible, pas avant longtemps ou bientôt, je ne sais pas, mais c'est une autre formule. Ça nous amène peut-être à une autre formulation aussi des journées du FOD, c'est entre les technologies développées parce que c'est possible de le faire et celles qui répondent à un dessein d'une société souhaitable ou aux besoins des personnes, à quelles conditions développer une technologie finalement. Ça fait écho à un colloque qui se tenait la semaine dernière avec les chercheurs en sciences humaines des écoles d'ingénieurs qui travaillaient sur le procédure et discernement. Et on a eu un directeur d'un espace éthique régional qui a interpellé les ingénieurs en leur disant vous nous poussez plein de technologies et aujourd'hui nous avons plein de réunions éthiques sur comment les utiliser et les intégrer. Il est grand temps que vous formiez vos ingénieurs à l'éthique pour qu'ils anticipent aussi un peu un certain nombre de questions et travaillent dessus. Un besoin de discernement par rapport à ces questions. Voilà, alors quelle ligne de démarcation prendre? Un automate, finalement, ça produit des associations d'informations relatives à l'humain si on l'applique à l'humain. L'accompagnateur, lui, vit l'expérience humaine. Et il en accompagne une autre. Alors l'expérience humaine, vaste sujet, mais l'expérience corporelle, la conscience, les désirs, les émotions, les sentiments, capacité à un sourire dans l'échange, la capacité à une larme éventuellement, une poignée de main, une interpellation. Il y a notre temps compté, irréversible, les trajectoires de vie, l'identité à construire et à animer, la vie sociale, les besoins d'autonomie, de compétences, de relations et de sens, si on se réfère par exemple à Deci et Ryan, les besoins de reconnaissance. Donc tout un tas de choses qui sont aussi en filigrane des entretiens d'accompagnement et de l'accompagnement en général. Alors du coup, le besoin d'accompagnement, à quel moment on a vraiment besoin d'un humain en face de soi finalement? Et qu'est-ce que ça pourrait être? Alors évidemment, en posant ça, on pose les bases d'une anthropologie et chacun a la sienne, chacun peut avoir des intérêts. Voilà, quelle anthropologie de société peut-être on veut construire. Mais en tout cas, il y a le focus sur l'individu, sur la personne, son importance, sa valeur. Je pense qu'il y a une dimension quand on prend en compte la réalité et la fragilité, parfois la fragilité humaine. Donc c'est le temps de l'écoute et voire d'une certaine compassion. Ce qui anime la personne, ses réussites, ses joies, ce avec quoi elle lutte, sa souffrance éventuelle, partager une histoire de vie, une quête, une motivation profonde à exprimer. Il y a quelque chose de l'ordre de l'humain qui s'échange, qui n'est pas forcément uniquement dans le mode opératoire. Alors,
un autre moment important de cette prise en compte de la réalité humaine, je pense que c'est tous les travaux sur l'adaptation de la personne. Et particulièrement les limites, le travail de deuil, le découragement, la perte d'engagement, tout ce qui est, quand on aborde les questions d'erreurs, d'échecs, aléas de parcours, maladies, difficultés sociales, les grands remaniements des désirs et des représentations. Probablement qu'un jour l'IA pourra le faire, mais est-ce qu'il est souhaitable qu'un jour ça soit fait, ou quelle est la place à l'humain pour dire, voilà, on est compagnon de route et le besoin d'existence de l'accompagné. Nul doute qu'il y ait des pressions aussi des institutions et des systèmes pour développer d'un point de vue économique, mais quel est le besoin de l'individu et le développement de l'individu en contrepoids. Les besoins de reconnaissance au travail, je pense par exemple aux travaux de l'Université de Laval, la reconnaissance existentielle, la pratique du travail, la reconnaissance sur l'investissement dans le travail et dans les résultats, ce qui est vécu en satisfaction et insatisfaction. Quelque part dans tout ça, c'est avoir un compagnon, quelqu'un qui est témoin du chemin parcouru et surtout un garant du lien social. La présence d'un accompagnateur, c'est la présence de la société aux côtés de l'individu. C'est l'assurance d'un travail qui a du sens, qui a des enjeux sociaux, qui va permettre de s'engager aussi pour l'accompagner, et puis qui assure au sens de rendre plus sûr une transition, une adaptation identitaire, et qui va aider cette émergence d'une nouvelle identité. Je pense à un partage dans la prise de risque, comprendre les enjeux et les peurs de l'individu. Si c'est la machine qui vous dit tu peux y aller, c'est peut-être pas la même chose que si c'est un individu qui vous dit tu peux y aller, quand on est face à une situation risquée. Un lien de confiance, relation à faire avec le chemin. Donc l'accompagnateur manifeste l'appartenance aussi à un groupe, il répond à ce besoin d'appartenance. Et puis l'accompagnateur donne quelque chose de précieux c'est son temps, son attention, ses compétences aussi, mais son temps et son attention. Et quel est l'impact finalement du fait d'avoir à disposition quelqu'un qui nous consacre du temps quand on est accompagné sur l'évolution de ce que l'on va faire. Bon, des questions aussi qui se... Alors, de mon point de vue, considérant ces éléments, quelques préconisations, quelques réflexions. Je pense qu'il est important que l'automate soit bien situé en tant que moyen. Et situer l'automate en tant que moyen, ça veut dire bien expliciter les buts de son usage et les limites de son usage, que ce soit clair pour tout le monde. Et si c'est un moyen, c'est qu'il s'insère dans un dispositif global avec un rôle défini, annoncé aussi, donc une certaine lisibilité de ces éléments-là. Je pense qu'il y a une nécessité à surveiller les dispositifs de validation, dispositifs de validation, audit des productions, enfin, éviter les dérives liées à l'échantillonnage, à des critères de décision qui ne seraient pas reconnus ou acceptés globalement par la société. La pluralité des systèmes. Puis un certain nombre de droits aussi à l'individu, puisque alors je pense des droits à identifier qu'il y a une intelligence artificielle cachée derrière un appel téléphonique, derrière un message sur net ou autre, pouvoir se repérer entre ce qui est de l'ordre de l'humain, de la production humaine, et ce qui est de l'ordre de la production automatique. Le droit aussi à un jardin secret, à la non-intrusion, à poser des limites. Le droit à l'oubli, à l'erreur. Le droit au recours et à une analyse alternative. Et puis je pense, alors, du côté des prérogatives de l'humain, il y a tout ce qui touche à l'empathie, voire la compassion, le compagnonnage, la reconnaissance, j'en ai parlé tout à l'heure, la quête de sens, l'identification des motivations profondes. Je pense que si l'accompagnement, c'est développer l'autonomie, il faut que l'automate puisse fournir plusieurs possibilités à l'humain en termes de préconisation, mais que le choix appartienne en final à l'humain. Et donc, c'est la liberté de décision et puis la responsabilité qui en découle. Si vous n'êtes plus responsable de la décision, quelle est la place de l'humain sur un humain qui appliquerait des décisions d'un système, en fait, sans en assumer la responsabilité? Je pense aussi que ça rejoint l'idée de la confrontation aux situations. L'humain développe sa compétence et son savoir-faire et ses relations. C'est dans les situations et dans l'action
Et c'est elle qui donne le retour un peu, qui permet de construire l'expertise, hein, si on se réfère aux frères Dreyfus ou aux travaux aussi un peu des neurosciences sur toute la construction de la compétence et le rôle des émotions et des sentiments. Donc, quelle est la place que le système donne à la confrontation aux situations, à la validation par l'action? Ça me paraît important. Et puis, ce qui est de l'ordre des relations humaines aussi, je pense que c'est important que les systèmes suscitent aussi la mise en relation. Alors, je vous invite, pour conclure, peut-être à une grille de lecture qui m'est inspirée par les travaux de Gilles Le Cardinal, Pouzolic et Guillonnet, qui ont fondé une méthode patte miroir et qui est utilisée dans le travail au niveau de la région Picarde et par le comité éthique Picard, pour faire des consultations participatives, en fait, et populaires participatives. Et il travaille autour de 3 concepts qui sont: quels sont les attraits d'une solution, quelles sont les craintes, quels sont les biais, et en face, quels sont les usages, les préventions possibles, et ça pour différents interlocuteurs. Alors peut-être une proposition que je vous soumets, c'est dans toutes les présentations de systèmes, de vous poser la question, quels sont les attraits de ce système, quelles sont les craintes. Si on se met du point de vue de l'usager, on pourrait se mettre sous différents points de vue, hein, mais point de vue de l'usager, les attraits, les craintes, les biais qui peuvent en découler, et puis quels sont les usages que l'on peut en faire, les préventions que l'on peut faire s'il y a des craintes ou des biais, il y a peut-être des choses à prendre qui rendent possible et acceptable la situation. Et repérer ces facteurs donc, pour différentes présentations de dispositifs. Alors je prends un exemple, les attraits d'un système de recrutement, ça pourrait être le gain de temps, le moindre subjectivité dans les tris, un usage, donc une présélection de dossiers, des craintes, ne pas pouvoir se saisir de la réalité humaine d'une entreprise pour le candidat, puisque s'il rencontre que la machine, comment il se rend compte que l'entreprise colle avec ses attentes. Donc maintenir peut-être un entretien pour les candidats sélectionnés, ça pourrait être une action possible en regard. Et puis les biais d'échantillonnage tels que je les évoquais.